Cette panique d'enfants et cette noyade me ramenaient à penser que l'école, qui est proprement la société des enfants, est et doit être séparée de la nature. L'école veut des jardins, c'est-à-dire une nature dessinée, ordonnée, limitée par l'homme. Toute l'activité se dépense alors au travail scolaire et au jeu, sans aucun réel souci de production ou de défense. Ces conditions sont réglées par la nature même de l'enfant, qui est absolument sans défense contre les passions. Un désespoir d'enfant passe aussitôt toute mesure et viendrait à la convulsion, si une force supérieure, qui est celle de la maman ou de la nourrice, ne l'enlevait de la terre indifférente, trop sévère pour cet âge, et ne le roulait de nouveau dans le tissu humain d'où il vient de sortir, d'où se répand sur le petit être, avec la chaleur et l'amour, le puissant remède des larmes et du sommeil. On saisit, dans un enfant porté à bras, cette juste proportion entre l'enfance, qui ne sait pas vivre, et l'humanité, qui garde l'enfance. Aussi voit-on partout dans le travail, et même dans le mouvement emporté de nos villes, l'enfant heureux ou l'enfant dormant, transporté, voituré, aussi tranquille dans ce geste enveloppant que dans son berceau. Cette sagesse de l'enfant nous trompe. Elle est de nous, non de lui. Le peuple enfant est beau à voir dans l'école. C'est là que l'enfant trouve une force convenable à la sienne. Mais, si vous observez bien, vous apercevrez des défenses et des barrières contre toutes les menaces extérieures. L'enfant joue au bateau ou à la voiture, mais l'eau manque, et les chevaux, et le tournant de route. Dès que l'enfant sera en rapport avec une force réelle, quand ce serait la voiture aux chèvres, il faut que tout soit réglé et mesuré, et qu'enfin chèvres, voitures et enfants soient dominés par la force supérieure des nourrices et gardiennes. On ne conçoit pas un tramway véritable, quoique de dimension réduite, dont les enfants feraient un jeu, où ils seraient pilotes, conducteurs et voyageurs. La force mécanique, qui est aveugle et inhumaine, ne se prête point au jeu. Ou bien il faut alors que les jouets mécaniques soient tout petits, et que le petit pied les culbute sans peine. Dans la nature même, et sous les communes conditions de la vie humaine, le peuple enfant est un monstre, par la peur, qui est la première des passions et peut-être le ressort caché de toutes. Une assemblée d'enfants suppose un terrain aplani, sans secret ni chose-trappe, où tout sera jeu. Dès que la menace se montre, il faut que l'assemblée d'enfants soit divisée et gouvernée de près par un bon nombre d'êtres plus fermes, qui ne renvoient point peur contre peur. Cette juste proportion entre nature réglante et nature réglée est offerte par ces familles nombreuses qui affrontent les dangers ordinaires d'un voyage à Meudon. Encore faut-il penser que les enfants n'ont point ici tous le même âge, et que l'aîné trouve naturellement un grand renfort de raison et de courage dans son rôle de protecteur. L'école, au contraire, réunit les enfants du même âge, d'où une belle paix, tant que l'on reste dans les conditions propres à l'école, mais de terribles paniques aussi dès que l'élément inhumain vient seulement l'effleurer. Aussi, très sagement, dans les grandes écoles, a-t-on institué des exercices de fuite tranquilles, commandés par le cri « au feu ». Ainsi, l'on substitue l'autorité habituelle des maîtres, source de confiance, à la puissance inhumaine du feu, et surtout à la peur, reine des puissances inhumaines. D'où l'on aperçoit peut-être que l'école est une société d'un certain genre, bien distincte de la famille, bien distincte aussi de la société des hommes, et qui a ses conditions propres et son organisation propre, comme aussi son culte et ses passions propres. Beau sujet pour le sociologue.